Le Togo, à son tour, touché par le phénomène du terrorisme. Que faire? C'est le sujet du jour. Et nous en parlons avec Jerry Komandega Tama. Jerry, merci de rester avec nous. Ben, écoutez, c'est un plaisir, même si l'émission est quand même longue. Oui, Jerry, le président du NET, le nouvel engagement togolais. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, président d'un groupe parlementaire. Et cette seconde partie avec les téléspectateurs qui peuvent nous écrire. Écrivez-nous, d'ailleurs, ils sont très nombreux. On va commencer par les lire. 96 46 10 31, 96 46 10 31, précédé de l'indicatif plus 228. Déjà de Kara, nous avons notre fidèle Richard qui écrit à l'honorable Tama, salutations à l'honorable. La situation reste inquiétante et fait croire que les djihadistes sont infiltrés dans la population. Je pense qu'il faut une véritable collaboration de tous en signalant tous les comportements suspects. Tous les Togolais qui verraient un individu très peu orthodoxe sont appelés à réagir. Mon inquiétude, c'est de savoir si aujourd'hui, nous avons le matériel militaire adéquat et en point pour la reconnaissance et détection des endroits pouvant abriter les terroristes en vue de leur neutralisation. Oui, bon, je pense qu'en termes d'équipement, quand même, on a un équipement adéquat quand, au minimum, on est armé de la même façon que l'adversaire. Et aujourd'hui, vous pensez bien qu'un État fournit plus d'équipement que, bien entendu, ces gens-là, même si au Mali comme au Burkina Faso, on s'est rendu compte que parfois, ils sont équipés d'armes lourdes. Oui, je suis d'accord sur son analyse qu'il y a des chances. Mais je ne peux pas être affirmatif tant qu'on n'a pas interpellé des gens. Mais il y a des chances, quand on regarde le mode opératoire, que ces personnes-là soit connaissent très bien en ayant fait une reconnaissance, ou bien soit issus de certains milieux qui leur permettent de mieux avancer. Mais par contre, le point sur lequel je veux nuancer, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, du côté par exemple de la frontière burkinabé, les militaires burkinabés se sont réfugiés, ou bien se sont repliés plutôt, sur la ville de Kopienga. Donc aujourd'hui, on a une zone de non-droit. Et en respectant les frontières territoriales, on n'a pas le droit de franchir une frontière sans l'accord de pays frères. Quand nous avons rencontré le ministre de la Sécurité, l'initiative d'Accra, il y avait des discussions en vue de permettre ce qu'on appelle le droit de poursuite. Le droit de poursuite, c'est que si vous poursuivez des gens qui franchissent la frontière, que vous avez le droit de continuer à le poursuivre. Mais on ne peut pas permettre à un aéronef togolais de traverser le Burkina Faso pour dire qu'on va voir exactement, on va balayer les zones du Burkina Faso, parce que ça c'est une violation de territoire. On peut le faire de notre côté, mais si les autres ils sont de l'autre côté, ça va être difficile. Mais est-ce qu'on ne peut pas constituer des forces mixtes, même dans le cadre de la CEDEAO? Non, la force mixte de la CEDEAO existe. Ben, on peut dire qu'à la limite, pour le moment, c'est elle qui est au Mali. Vous savez, on a quasiment 8000 militaires de la CEDEAO qui sont au Mali et qui sont aussi, eux, au front tous les jours. Mais ce que je voudrais que les gens comprennent, ce n'est pas une question de puissance de feu. Si c'est la puissance de feu, on l'a. Mais on tire sur qui? C'est ça la question. C'est de pouvoir trouver la personne sur qui on tire. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore. La différence entre un paysan et un combattant, c'est la calache. Donc dès qu'il fait sortir des pots de la calache, il n'est plus un combattant. Donc c'est beaucoup plus sans aucun doute les services de renseignement qui en relation, et là je suis entièrement d'accord avec lui, en relation avec les populations, pour pouvoir identifier tout élément halogène qui arriverait dans le milieu, pouvoir l'identifier, pouvoir le dénoncer, pouvoir sonner l'alerte, pour qu'on puisse, pas non plus systématiquement venir le prendre comme un terroriste, mais venir faire des enquêtes pour s'assurer. Parce que, comme je l'ai dit, enfin, quand notre ami qui est à Kara, il sait très bien qu'on a beaucoup de nos frères qui partent pour faire le métayage au Nigeria. Certains partent au Burkina Faso. Et on ne peut pas non plus systématiquement, si on a nos frères qui sont allés pour travailler ailleurs pour améliorer leurs conditions de vie, on ne peut pas les considérer comme des terroristes. Hein, à Kara, là-bas, en début de saison, on a plein de nos frères qui partent, même beaucoup au Bénin, pour aller faire du métayage. On a nos soeurs qui partent faire servir dans les bars au Burkina Faso, au Bénin, ainsi de suite. On ne va pas considérer toutes ces personnes quand elles reviennent comme si c'était des terroristes. Donc il y a un travail à faire, un travail de renseignement, ça prend du temps. Il faut éviter non plus de tomber dans la psychose pour considérer toute personne qui arrive comme un adversaire. Mais il y a un élément qui est plus compliqué.
c'est que quand vous prenez l'islam considère qu'un musulman doit systématiquement donner de l'hospitalité à un autre. Et ça, c'est une foi religieuse. Et donc, un musulman ne dénonce pas quelqu'un. À la limite, moi, je trouve ça beau. Mais c'est vrai que quand vous tombez dans la réalité aujourd'hui de menaces terroristes, ça devient compliqué. Mais quand vous prenez dans la zone du Sahel, beaucoup de situations où les militaires se disent « Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas ?» Écoutez, il est venu au nom de la paix, je ne vais pas le dénoncer parce que nous partageons la même foi. Même si aujourd'hui, quand vous prenez les statistiques macabres, 90% des victimes des terroristes qui se revendiquent du djihadisme sont malheureusement des musulmans. Oui, pour le moment, les attaques sont circonscrites dans la région des Savanes, dans la préfecture de Penjal, pour le moment. Est-ce que c'est possible que ça descende plus bas? On a vu, sur un certain nombre de renseignements, on a trouvé des gens qui rôdaient vers Nano. Nano, c'est Tanjouaré, et c'est beaucoup plus dans la zone ouest. Donc, ouais, c'est possible. Écoutez, aujourd'hui, quand vous regardez la frontière, c'est pas aucune frontière d'abord n'est étanche, mais vous avez en plus des routes pleines de sentiers. Tous ceux qui nous écoutent, vous savez, les sentiers pour aller au champ, ce n'est pas des routes. Donc, et c'est pas pour rien ces gens-là utilisent beaucoup plus les motos. Parce que les motos, ça passe sur les sentiers. Il n'y a pas de militaires qui sont sur les sentiers. Donc oui, ça peut se trouver parce que la zone, elle est large. Et ces gens-là peuvent dépasser la zone de front et aller faire des actions à l'intérieur. C'est possible, mais bon, j'espère qu'on ne va pas en arriver là. Bonjour New World, attaque djihadiste rime avec revendication. Concernant les attaques djihadistes au nord du Togo, deux questions. Quel groupe a revendiqué les attaques et quelles sont leurs revendications? Que veulent-ils? Non, d'abord c'est que l'attaque du 10 au 11 mai a été revendiquée par le JNIM ou bien le GSIM. C'est le groupe de soutien islamien et musulman. C'est l'un des deux grands groupes les deux grands groupes qui sont dans le Sahel. Le GSNIM est affilié à l'Al-Qaïda, alors que l'État islamique dans le Grand Sahara est affilié à l'État islamique. Donc, l'attaque sur le 10, donc là je rappelle quand même c'est une attaque contre des militaires, a été revendiquée donc par le GSIM. Et aujourd'hui, quand vous prenez globalement, le GSIM, ses objectifs, c'est quoi? C'est de mettre en place la charia et de créer un grand califat. C'est-à-dire que, bon, pour ne pas parler gros français, c'est de mettre en place un État où la loi de l'État, c'est la charia, tout simplement. C'est-à-dire que, en fait, on revient sur l'islam fondamentaliste, comme on le dit. Donc, ça, quand un groupe fait une action et que c'est revendiqué par exemple, l'Al-Qaïda ou alors l'État islamique, c'est que c'est les gens qui veulent revenir aux fondamentaux de l'islam avec un État qui le met en pratique. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, parfois des gens font leur coup de feu, ils revendiquent ou bien ils écrivent à l'Al-Qaïda pour dire écoutez, nous l'avons fait en votre nom, et ils récupèrent, bien entendu. Simlewa et So nous écrit de Awangelo Akara. Ah ouais, c'est Simlewa, ça fait la deuxième fois qu'il écrit que je passe fidèle de votre émission. Oui, de ce forum. Et il faut qu'on sorte de notre tête que la pauvreté est le carburant du terrorisme. Il n'est pas d'accord avec vous. C'est un faux problème. Pourquoi n'y a-t-il pas de djihadisme au Zimbabwe? Est-ce à dire qu'au Maroc, il n'y a pas la pauvreté? Ce discours sur la pauvreté comme source du terrorisme doit cesser selon Simlewa et So. Le djihadisme est purement idéologique. L'identité des terroristes est connue. On sait qu'ils sont essentiellement de souche Peul nomade. Je ne sais pas si c'est vrai. Le député nous le dira. Le Togo a protégé pendant longtemps en mettant en prison les Togolais victimes de la barbarie de ces gens. Aujourd'hui, le Togo paie le prix de sa générosité. Pour s'en sortir, il faut aller à l'école des renseignements. Ces gens ont des racines partout au Togo. Ils connaissent très bien le Togo et sont capables de frapper partout. Il faut renforcer la surveillance. Je vis dans le Togo profond et je sais de quoi je parle. Simlewa et So. Alors, moi d'abord, quand quelqu'un me dit je vis et je sais de quoi je parle, je ne lui fais pas confiance parce que nous tous on vit dans le terrain profond. Il a on va dire, il a raison d'avoir des convictions. Maintenant aujourd'hui, on a des théories. Et ces théories, je l'ai dit tout à l'heure, le jour où on pourra aligner 10, 15, 20 djihadistes et qu'on voit leur profil,
en ce moment-là, on pourra sans aucun doute inverser ce qu'il dit. Mais aujourd'hui, je rappelle que nous commençons seulement à vivre cela. Mais quand on prend les pays qui le vivent au quotidien, ben, je suis désolé de le dire, mais une bonne partie des motivations de ces jeunes-là, certes, il y a les motivations religieuses, mais il y a aussi les motivations financières. Il y a des gens aujourd'hui, quand on fait le point, on paye entre 50 et 100 000 francs la plupart des jeunes qui sont dans ces mouvements. Quand ils meurent, leurs familles sont prises en charge. Et donc, c'est aussi un appel d'air. Mais maintenant, après, il est libre d'avoir sa conviction. J'en sais rien. S'il a autant de certitude, il suffit d'appeler le 111 pour leur dire, écoutez, moi j'ai la solution, on l'a réglé, c'est tout. C'est-à-dire que bon, je pense quand même que les gens qui sont dans les forces de sécurité ont des renseignements qui peuvent nous échapper à nous autres. Moi, je fais juste une analyse peut-être de consultant militaire puisque je suis plus dans l'armée. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit aussi simple. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, qu'on ait un intérêt. Mais là où je suis absolument opposé à ce qu'il dit, et il faut faire absolument attention à ça, c'est quand vous désignez un groupe ethnique. Ouais, ça, c'est vous renvoyer la question. Voilà, ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux de dire, oui, vous savez, le djihadisme, c'est les Peuls. Non. Aujourd'hui, on a des fous qui ne respectent aucune règle et qui, aujourd'hui, tuent nos populations. Et au même moment, nous avons des Peuls, parce que nous sommes un pays cosmopolite, nous avons des peuples qui vivent en bonne intelligence avec les populations, dont nous ne pouvons pas indexer, parce que c'est extrêmement grave ça. Nous ne pouvons pas se permettre d'indexer un groupe ethnique en disant c'est eux. Non. Et puis il faudra qu'ils nous apportent les preuves de ce qu'il avance. Parce que la seule excuse de dire ben moi je vis dans le Togo profond, moi je vis dans le Togo profond, est-ce que c'est là où je dors la nuit? Christophe nous écrit d'Atapamé. Bonjour. Jerry Tama, dont j'admire beaucoup le franc-parler. C'est un débat très intéressant. Le terrorisme, comment venir à bout au Nord Togo? À mon humble avis, il faut une coalition avec les pays dont le Togo partage les frontières, Burkina, Bénin, Ghana, pour venir à bout donc des terroristes. Si les terroristes vont et reviennent toujours, certainement qu'ils ont une base dans le vide laissé par l'armée burkinabé au sud. Il faut donc les détecter et les surprendre pour en finir. D'autre part, les Occidentaux et les trafiquants illicites seraient derrière ces attaques parce qu'ils en tirent leur butin. Trop d'hypocrisie dans les relations internationales. Merci, c'est Christophe depuis Atapamé. Non, mais ça existe déjà. Peut-être, bon, comme communique mal, mais quand on communique mal que les populations, c'est pas que c'est le gouvernement. Il y a déjà l'initiative Accra, depuis, je pense, 2019, qui existe, qui réunit les pays... le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire, avec comme pays invités le Mali et le Niger. Ça existe pour mettre en synergie les forces pour faire barrage au terrorisme dans la zone. Ça existe déjà, donc c'est pas comme ça, c'est pas. Ça existe. Autrefois, ils faisaient uniquement entre militaires. Maintenant, on associe même les gendarmes et les policiers. Il y a eu un sommet, je pense, au mois de janvier dernier. Donc oui, ça existe. Mais au même moment, vous pouvez même constater d'ailleurs que ces derniers temps, le Ghana, zéro quasiment. Le Burkina Faso, ils sont dedans. Le Bénin, le Togo, on vient de commencer. Le Bénin, on a commencé. Mais le Ghana, la Côte d'Ivoire, beaucoup moins. Donc, il y a des zones peut-être qui sont... la explication qu'on nous avait donnée, c'est que, par exemple, au nord du Ghana, c'est vraiment des zones dégagées. Donc, du coup, les gens, ils ont très peu de points pour aller se cacher. Chez nous, ici, la frontière avec le Burkina Faso, c'est vraiment, vous savez, on appelle ça le pack W. C'est-à-dire que qui met il y a un grand pack qui existe où on a le Togo, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et donc, toutes ces zones-là qui sont des zones boisées constituent des zones où ces gens, quand ils font le coup de feu, ils vont se cacher. Et quand je dis le parc W, ça fait quasiment la superficie du Togo. Donc, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que c'est pas comme on va à la chasse, on se met en ligne et puis on rabat, quoi. C'est pas ça. Donc, il y a énormément de points. Je rappelle, par exemple, que John Kony, qui est le président... le commandant de l'armée islamique du salut, non pas l'armée islamique, le front du salut en Ouganda, mais a fait plus de 20 ans où les Américains ont mis tous les drones dans la zone équatorienne, on n'a jamais réussi à l'identifier. Donc c'est extrêmement compliqué quand vous avez des gens qui ont des zones boisées où ils peuvent se réfugier et quand vous avez des gens qui vivent pratiquement de rien. C'est-à-dire que nous ici...
Monsieur Boko, si on vous met dans la brousse quelque part et que vous n'avez pas votre eau minérale, vous n'avez pas votre riz parfumé, tout ça là, au bout de 2 jours, vous allez dire que vous en avez marre. C'est les gens, ils peuvent même manger du riz sec et faire une semaine en bouffant des fruits dans le truc, sans aucun problème. L'armée, quand l'armée se déplace, elle se déplace toujours avec beaucoup de logistique. C'est des gens, ils sont rustiques. Et donc, c'est pas évident. On nous écrit de Bafilo, Makou. Il y a celui qui ne va pas nous dire qu'il est dans le Togo profond aussi. Bonjour, honorable. Nous constatons régulièrement que l'armée dépossède la population des armes. Et maintenant, nous sommes confrontés à des actes terroristes. S'il vous plaît, cette manière de faire n'a-t-elle pas rendu la population inactive de se défendre? Non. La force publique et la violence publique est du ressort de l'État. La spécificité de l'armée, d'où je suis originaire, c'est, on dit, la spécificité de l'armée, c'est cette puissance et cette capacité qui est conférée aux militaires de donner la mort, mais aussi de la recevoir au nom de la nation, en notre nom à tous. Je sais, je reçois ces messages-là régulièrement, mais pourquoi vous ne mettez pas des groupes d'autodéfense pour que il faut armer les populations? Peut-être que ça peut arriver un jour. Je vois dans les pays d'Israël, parfois, on a permis aux populations de créer, parce que parfois, quand l'armée est complètement dépassée. Nous n'en sommes pas encore là. Donc, oui, empêcher des citoyens de détenir illégalement. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, vous avez la possibilité d'avoir une arme, d'aller la déclarer, qu'on prenne les identifiants, et vous l'avez. Il y a des gens au Togo qui ont des armes, qu'ils ont déclarées. Est-ce que vous en avez? Moi, non, je suis protégé par les forces armées togolaises. Pourquoi j'en aurais besoin? J'ai confiance en ces forces-là. Donc, par contre, si vous avez des armes non déclarées, oui, on vous les saisit. Mais je vais anticiper sur une question qui arrive souvent. Les gens disent, mais ces gens-là, ils trouvent où les armes? Je vais anticiper parce que c'est qu'elle va venir. Il faut savoir que l'origine de ces armes-là, il y a grosso modo trois endroits. Le premier, c'est les coups de force qu'ils font. Quand ils viennent attaquer une position, ben, ils repartent avec les armes. La dernière fois, ils ont pris une 12-7 chez nous. Cette 12-7, elle va servir ailleurs. La deuxième, je ne mets pas ça dans l'ordre chronologique. Hein. La deuxième, il est évident aujourd'hui, et ça, c'est la responsabilité de M. Sarkozy. La guerre en Libye a mis sur le territoire africain, surtout sahélien, les arsenaux de Kadhafi. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'armes qui circulent. Il y en avait qui circulaient avant, il ne faut pas non plus exagérer. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2004, et les armes circulaient, on pouvait acheter une Kalachnikov à 300 000 francs. Des armes venues de Libéria et de la Sierra Voilà, c'est ce que c'est pour ça que ça circulait avant. Que ne faisons pas non plus comme si c'était le paradis avant. Et que c'est. Voilà, moi, en Côte d'Ivoire, tu achetais une Kalachnikov à 300 000 francs, un pistolet 9 mm à 100 000 francs. Et tu peux acheter des cartouches à 100 francs la cartouche. Donc, ça existait parce qu'il y avait les armes de la Sierra Leone et les armes de Libéria, ainsi de suite. Mais ça a été complètement hypertrophié par la guerre de Libye. Donc, deuxième source. Et la troisième source, c'est que les gens ne voient pas en réalité ce qui se passe derrière. Ce qui se passe derrière, c'est que c'est beaucoup de trafic. Trafic de drogue, trafic de cigarettes, trafic de diamants, ainsi de suite. Beaucoup de pays comme le Mali, comme le Niger, qui font par exemple de l'exploitation minière, voient une bonne partie de ce tort-là, par exemple, qui ne sort pas par les canaux réguliers. Donc, ces gens créent ces zones de non-droit pour pouvoir faire le trafic. Et maintenant, quand il y a l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes les armes. Vous allez dans les pays de l'Est, ben, vous achetez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Peut-être en dehors de l'arme atomique, le reste, vous achetez. Hein. Donc, ils s'enrichissent. Autrefois, il y avait un autre mode opératoire, c'était les otages. Parce que les gens vont dire, on ne paye pas, on paye. On ne dit pas officiellement qu'on ne paye pas pour ne pas inciter les gens à prendre les otages. Donc, ces gens ont des armes, tantôt sur la base de... Quand ils prennent, ils attaquent des points, ils partent avec les armes. Tantôt avec ce qui circulait déjà, et parfois aussi sur les business qu'ils font, qui leur permettent d'acheter des armes. Quand tu as l'argent, les armes, tu les trouves. Y a pas de problème. Oui, mais c'est un point que vous avez soulevé, le paiement des rançons pour les otages. On sait que les Occidentaux ont déversé... Monsieur Gilles Boko, si je ne le souhaite pas, si un de vos parents est pris en otage et que vous avez les moyens de le faire, la vie n'a pas de prix. Oui, donc, mais quand on sait que les conséquences après... mais même quand vous savez que les conséquences... Donc est-ce que, parce qu'on sait que voilà ce qui va se passer, vous allez dire tuez-le? Non, vous n'allez pas
Et puis bon, maintenant si c'est vous qui êtes à la place et que vous dites, oh, on a dit que comme l'argent qu'on va envoyer là, ça va permettre d'acheter des armes. Donc bon, on a dit on a qu'à vous tuer. Hein. Ben non, c'est que on le fait et après derrière on met de la traçabilité. On sait que ben, le groupe à qui on a fourni l'argent, peut-être il va vouloir acheter quelque chose quelque part et donc on essaie de couper. Mais la vie n'a pas de prix. Quand vous avez un de vos concitoyens, en tant que par exemple président, et que vous voyez que le prix à payer, c'est peut-être payé, vous payez. Malheureusement. Il revient au pays, à nos pays, de mettre fin à ce genre de transactions. Ben, qui met fin à... Est-ce que les gens ils demandent votre avis en tant que pays? Vous avez un pays, je prends la Somalie, vous avez quasiment 80% de la Somalie qui est aux mains des djihadistes. La Centrafrique, vous avez près de 70% du pays. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Centrafrique a récupéré son territoire. Non, du tout. Non, bon, on ne va pas rentrer. Je connais le piège, je ne rentre pas dedans. Donc j'enlève la Centrafrique de votre truc. Donc vous avez beaucoup d'États où non seulement, c'est que si vous arrivez à intercepter les gens qui tiennent les terroristes et l'otage, oui. Mais quand vous n'y arrivez pas, vous payez. Soit on massacre la personne. Bonjour, merci pour les éclaircissements à l'honorable. Ma question est celle-ci. Est-ce que le pont qui réunit Tiwoli et Mandouri est réalisé à 100%? Sinon, voilà pourquoi l'accessibilité de ces zones rurales est impossible pour l'appui logistique militaire. Non, pour ce que je sais, mais bon, je le dis vraiment sur la base de... L'avantage d'être politicien, et un politicien de terrain comme je suis, je vais régulièrement sur le terrain. Non, le pont n'a pas été coupé. Mais le problème, c'est que parfois en saison pluvieuse, comme c'est le cas aujourd'hui, moi ici de l'Est Mono, le fleuve au fait est sorti de son lit et on va peut-être faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines où les gens ne peuvent pas passer. Donc il y a des ponts qui sont pas, dont le gabarit n'est pas suffisamment grand et en saison pluvieuse ça pose des problèmes. Mais la dernière fois par exemple l'embuscade qui a été faite à l'issue donc où la voiture du commissariat a sauté, qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est on va dire un petit cours de tactique militaire. Quand vous êtes en train de faire une action quelque part, vous mettez ce qu'on appelle la couverture. La couverture peut être des gens pour empêcher que le renfort arrive. Donc vous mettez un groupe de combat ou bien une compagnie qui va intercepter ceux qui arrivent en renfort. Ou bien vous mettez une mine. Une mine, soit qui va être automatique, qui va être déclenchée uniquement soit par la pression, ou bien par le magnétisme, tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Ou bien une mine qui est surveillée par quelqu'un, qui attend dès que le véhicule arrive, pouf, on appuie et puis ça saute. Donc souvent, quand vous avez regardé sur la plupart des photos, la plupart de ces mines-là, c'est à proximité d'un pont. Pourquoi? C'est que vous êtes obligé de passer sur le pont, parce que l'habitude des militaires font souvent du 4x4, mais le 4x4, à sa limite, c'est la zone humide. Donc du coup, pour le peu que je sache, hein, je répète encore, je ne suis pas absolu, mais aujourd'hui, dans l'ensemble de la zone, avec même le PIDC, il n'y a pas de zone qui ne soit pas accessible du fait de la destruction d'un pont, mais il y a des ponts qui parfois, du fait de la remontée des eaux, ne sont pas accessibles 2 ou 3 jours s'il y a une 2 ou grosse pluie qui passe. Mais bon, je le dis vraiment sur la base de mes connaissances théoriques de la zone, mais peut-être que c'est différent. Et puis beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Depuis que je suis passé. Les terroristes ont sorti un nouveau mode opératoire, notamment au Burkina Faso, avec le sabotage de ponts. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas anticiper sur ce nouveau mode opératoire? Parce que si on ne commence pas à sauter des ponts au nom du pays, non, bon, ça va être délicat. Maintenant, on parle exactement de la même chose en ce qui concernait les villages. Vous ne pouvez pas mettre un groupe de combat tout autour de chaque pont. Donc vous pouvez mettre des patrouilles sur les axes, c'est possible. Vous devez pouvoir avoir des groupes de génie qui peuvent bien entendu mettre en place des dispositifs de franchissement. Bien entendu. Que, bon, pour le moment, on dehors peut-être du pont sur Loti, qui est un gros pont et qui est, si par hasard il était détruit, on ne peut pas mettre en place un dispositif de franchissement. La plupart des ponceaux qu'il y a, je pense que même s'il y a une attaque, le génie militaire togolais doit pouvoir mettre en place un dispositif de franchissement, ne serait-ce que pour les véhicules tactiques. Edmond Yao nous envoie une question que je n'ai pas bien comprise. Il parle de l'histoire des bœufs. Est-ce que cette histoire est vérifiée? Je ne sais pas de quoi il parle. À moins que non, l'histoire des bœufs, le sujet a été discuté la dernière fois entre
le chef de l'État et les populations. Je me permets d'en parler parce que j'avais des gens qui étaient dans la salle et la question des bœufs est arrivée. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de renseignements qui concernaient éventuellement une jonction ou bien des connivences entre un certain nombre de peuls qui avaient des bœufs et les terroristes. Donc, il y a un certain nombre de peuls qui ont été interceptés. Et pendant la procédure judiciaire, si vous me permettez, dans les bœufs, certains ont été vendus pour... Ce sont les explications qui ont été fournies par le gouvernement. Je ne dis pas oui ou non. Je ne fais que rapporter ce qu'on m'a rapporté. Certains ont été vendus pour les questions logistiques et d'autres ont été confiés, puisque la plupart du temps, les bœufs ne leur appartiennent pas. Donc, il paraît, sur les explications qui ont été données, qu'on a parqué les bœufs le temps de retrouver les principaux propriétaires pour leur envoyer, puisque les autres sont donc dans une procédure judiciaire. Donc, sur ce qui est en train de circuler dans la zone, on dirait que il y a eu des réactions de représailles, il y aurait eu des réactions de représailles, et je sais que lors de cet échange, les questions ont été posées au gouvernement, sachant, est-ce que vous ne pouvez pas, à partir de là, si c'est vraiment des représailles, céder les bœufs? Et la question de la réponse du gouvernement était, nous sommes régaliens, nous n'allons pas nous faire le chantage, et pour le moment, tant qu'on ne trouve pas les propriétaires de bœufs, on les garde. C'est tout. Bon, c'est un problème qui circule. Quand vous prenez les réseaux sociaux, la question des bœufs circule tous les jours. Mais moi, je ne fais que rapporter ce qui m'a été rapporté suite aux échanges avec les membres du gouvernement, lors des échanges à Dapan. Maran Djabri. Le volet, le voilà, Matela. Ouais, bonjour. C'est tout ce que tu comprends dans cette histoire-là. C'est ce que c'est ce que vous pensez. Ma question est celle-ci. Pourquoi ne pas demander aux populations de quitter et laisser ces djihadistes s'installer et ensuite les bombarder quand ils se regrouperont? Étant un ancien officier, est-ce que vous utilisez votre connaissance pour aider vos frères d'armes au front? C'est Pierrot depuis les États-Unis. Non, d'abord, c'est que ceux qui sont sur le terrain sont 3 fois plus intelligents, 3 fois plus brillants. J'étais peut-être même la brebis galeuse, c'est pour ça que je suis parti. Non, on a de très bons officiers qui sont bien et j'en connais une bonne partie et je peux vous dire qu'on a quand même de la bonne matière. Mais non, c'est pas aussi facile que ça. Les terroristes ne veulent pas se regrouper. Et ils savent que si on rentre dans une bataille, on va dire rangée, ils ne s'en sortiront pas. Je le répète encore, ce qu'ils veulent, c'est créer des zones de non-droit pour pouvoir faire le trafic. Donc, même si aujourd'hui, on a une partie de la population, je l'ai dit du côté du Burkina, c'est 30 km de front. Mais ils ne font pas ils ne viennent pas occuper les villages qui ont été abandonnés pour faire la fête là-bas, non. Ils sont dans la forêt, ils sont furtifs. Et ils font leur opération. Mais c'est que là, vous avez les militaires qui ne sont pas là. Ça veut dire que des véhicules peuvent passer avec de la drogue, peuvent passer avec des diamants, peuvent passer avec même du trafic humain et tout ça. Vous n'êtes pas là pour pouvoir intercepter ça. Donc non, aujourd'hui, les zones qui vont être libérées ne vont pas être occupées par les djihadistes. Ils ne sont pas fous. Et puis ça, maintenant qu'il y a les drones qui rôdent en haut, qui peuvent faire des frappes. Bonjour le plateau, je suis Isaac Bino Bemadon depuis le Bénin. Nos États doivent chercher à combattre ceux qui se cachent derrière ces terroristes. On n'éradique pas un mal en traitant les symptômes. Le problème de terrorisme en Afrique de l'Ouest, on connaît le commanditaire, mais on fait semblant et ça fait mal. Ça fait mal à Bino. Si vous le connaissez et que vous apportez les preuves que c'est lui, les États vont vous applaudir. Parce que vous savez, la théorie du complot permanent, pour moi, c'est une fuite de responsabilité. Aujourd'hui, nous savons, je ne condamnerai jamais plus celui qui a pris un coup pour tuer son frère. Je ne condamnerai pas le gars qui lui a envoyé de tuer, mais je condamnerai celui qui a pris le coup pour tuer son frère. Je refuse cette fuite de responsabilité à dire, oui, mais vous savez, au fait, les Africains ne sont pas responsables. Le gars qui est responsable, c'est celui qui prend une arme, qui tire sur quelqu'un. C'est lui qui est responsable. Ne changeons pas nos responsabilités. Si toi, Africain, avec tout essence, quelqu'un, un étranger, blanc, noir, jaune, vert, j'en sais rien, vient te dire, prends l'arme, va tuer ton frère, tu vas te le tuer, pour venir dire que non, en fait, je ne suis pas le responsable, mais c'est celui qui m'a envoyé, ça n'a pas de sens. Nous sommes de grandes personnes, au même titre que tous les peuples du monde, et nous ne pouvons pas nous réfugier derrière une fausse responsabilité en disant, non, non, ce n'est pas nous. Si quelqu'un vient nous commanditer d'aller attaquer, je vais dire, une base militaire dans notre pays, donc moi-même, mon intelligence, elle allait déposer à la maison. Et je vais dire, comme le blanc, parce que moi j'écoute tous les gens dire, le responsable c'est les Français.
Les Français ils ont perdu près de 60 personnes, 60 militaires, dont des gens qui comptaient aussi pour leur famille au Mali. Je pense que quand je parle des victimes, ben aussi les Français sont victimes, comme les Allemands. Vous savez qu'il y a des Chinois qui étaient dans l'amusement. Donc, tout le monde entier est venu pour dire on veut soutenir le Mali. Donc aujourd'hui, refuser la responsabilité de ceux qui tirent, en disant que non, en fait, ils ne sont pas responsables, mais il y a des gens qui sont derrière, qui tirent les ficelles, c'est d'enlever toute intelligence aux gens. Il n'est pas dit que ceux qui sont sur le terrain des opérations ne sont pas responsables. Lui, il parle de commanditaire. Ben, c'est qui le commanditaire? Si là, c'est ce que dit. Si vous avez une preuve sur le commanditaire, vous les donnez et puis on va les attaquer, il n'y a pas de souci. Parce que tout le temps, je lis sur les réseaux sociaux, ouais, vous savez, on n'est pas responsable, c'est l'Occident qui est derrière. Mais vous avez évoqué le cas libyen qui a ouvert un peu la boîte de Pandore. Je dis, aujourd'hui, quand on prenait depuis les indépendances, le nombre d'Africains qui ont péri du fait de leurs frères, c'est, on peut dire, en ratio, c'est 100 fois plus que le nombre d'Africains qui ont péri lors de la période de la colonisation. Nous sommes les responsables de nos malheurs. Je ne dis pas que ce qui s'est passé en Libye, encore que, sur le fond, on n'a pas vu les Africains réagir de façon plus importante que de faire des petites déclarations confuses sur l'attaque libyenne. On peut même dire qu'il y a des Africains, des chefs d'État africains qui se sont réjouis de ce qui se passait avec Kadhafi parce que Kadhafi avait de l'ombrage sur les chefs d'État africains. Donc on peut même dire quelque part que nous avons été des complices complaisants. Parce que qui a dit nous allons envoyer, imaginez que 10 pays africains avaient dit nous envoyons des troupes pour défendre, pour aider Kadhafi à défendre. Vous pensez que l'OTAN aurait attaqué Kadhafi s'il y avait des troupes africaines sur le sol libyen? Qui a levé le petit doigt pour aider Kadhafi? Parce que c'est toujours beau de dire c'est la responsabilité des autres. Est-ce qu'on a envoyé des troupes en Libye pour dire, ben, écoutez, vous aurez des Nigériens, vous aurez des Togolais, vous aurez des Sud-Africains qui arrivent des troupes pour dire nous défendons l'Afrique à travers Kadhafi? Je ne suis pas sûr qu'une seule bombe de l'OTAN serait tombée. Nous l'avons laissé, nous l'avons lâché. Et donc notre responsabilité aussi engagée, tout simplement. Marcelin Diabalo depuis Dapaon. Bonjour Gilles, le terrorisme au Togo est un véritable problème pour notre pays. Le gouvernement communique moins sur ce fléau, l'état d'urgence sécuritaire. Dans les savanes, la population ne maîtrise pas le contenu. Il faut une pédagogie pour permettre à la population de comprendre le fond des incidents de Margba. Les incidents de Margba sont une conséquence directe. Les populations doivent savoir qu'à certaines heures, elles doivent rester chez elles et laisser nos forces de défense faire leur travail afin que ces derniers ne soient pas confondus aux terroristes. Le gouvernement doit donc améliorer les conditions de vie et de travail de la population pour éviter que les terroristes enrôlent les jeunes désœuvrés. Marcelin Diabalo. Ben on dit, lui là, s'il a envie de nous rejoindre, on est d'accord, parce qu'il dit exactement ce que j'ai dit. Aujourd'hui, la gestion de l'état d'urgence sécuritaire est un peu confuse. On ne sait pas s'il y a un couvre-feu, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on met vraiment dans l'état d'urgence sécuritaire, on ne sait pas. Donc il faut absolument communiquer là-dessus. S'il y a un couvre-feu, tout le monde sait qu'à partir de cette heure, on ne sort pas. S'il y a une interdiction pour les rassemblements, on a dit les gens ils sont allés au bal. Ben, quand nous on faisait état d'urgence au Lomé, ici, personne ne faisait bal. Hein. Quand tu fais balle, les gens ils viennent ramasser les baffes et puis vous ne les trouvez plus. Donc qu'est-ce qu'on met dedans? Il faut peut-être que ce soit plus précisé et qu'on communique davantage pour que les gens sachent que ben voilà ce qui se passe. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. Et pour ce qu'il dit, il faut améliorer les conditions. Vous voyez qu'il y a bien quelqu'un qui reconnaît avec moi, contrairement à notre ami je ne sais plus, celui qui a parlé en disant qu'il est dans la zone, dans le Togo profond. Non, il y a une corrélation entre la précarité et le terrorisme. Ça, toutes les études le prouvent. Il y a une corrélation entre le truc. Mais ça ne veut pas dire que là où il y a le terrorisme, il y a forcément la misère. Parce que quand vous prenez des gens qui, en France, par exemple, vivent bien, mais vont faire une action de terrorisme, ce n'est pas la pauvreté. Mais c'est un terreau, c'est un élément accélérateur du terrorisme que d'avoir une grande précarité dans un pays. Ouais. Nous partons cette fois-ci pour Guérin Nkouka. Félicitations à Honorable Jerry, salut le plateau. C'est Manglibé.
Selon moi, les ONG, les militants des droits de l'homme freinent beaucoup la lutte contre le terrorisme. Je m'explique, lorsqu'il y a eu des affrontements ethniques au Togo, Bapuré, Sotouboua, Barkwasi, les forces armées togolaises ont organisé des rafles de désarmement, maison par maison. Depuis, les populations s'affrontent verbalement ou au pire, au coup de poing. Mais à l'époque, les réactions de Amnesty International, par exemple, laissaient à désirer. Il suffit que les forces de défense et de sécurité de la CEDEAO à partir du nord du Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, en opération coordonnée, ratissent à partir du Burkina, village par village, au bout d'un moment, finir le terrorisme. Mais cette affaire de droits de l'homme... Je l'ai dit en début d'émission, le problème c'est que les règles d'engagement ne sont pas les mêmes entre les terroristes et les nations. Vous ne pouvez pas, par exemple... sous le prétexte que vous avez des terroristes qui sont entrés dans un village, bombarder le village. Vous ne pouvez pas torturer des gens pour avoir les informations parce que c'est interdit par les conventions internationales. Vous ne pouvez pas aujourd'hui arrêter de façon, parce qu'au Togo par exemple, la règle, la garde à vue, ce sont 12 heures qui peut être prorogée. Vous ne pouvez pas arrêter les gens au-delà d'une certaine période sans être contre les droits de l'homme. Oui, mais les opérations de ratissage, les gars, c'est que là, il est en train de parler de population qui n'était pas dans une logique d'agression, mais qui peut-être disposait des armes. Et quand il y avait des choses, il réglait ça avec les armes, mais qui n'était pas dans une politique d'agression. C'est pour ça qu'on les trouve. Mon frère, si quelqu'un ne veut pas que tu trouves son arme là, tu ne la trouveras jamais. Il creuse un trou dans son champ, il met là-bas, tu vas comment pour la trouver. Si on a fait des ratissages, on a trouvé des armes, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas dans des postures d'agression. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont dans une posture d'agression, qui sont affiliés à des groupes qui font la guerre aux Américains. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. Je répète encore que la différence entre un combattant et un paysan, c'est la Kalachnikov. Quand il fait disparaître la Kalash, il est comme tout le monde. Donc si vous faites un ratissage, d'abord, va faire un ratissage sur 100 km. C'est quoi? C'est que ratissage là, vous prenez quasiment 1000 personnes pour faire un ratissage sur un front de 2 ou 3 km. Il faut savoir. Donc si vous prenez même les forces armées togolaises tout entières pour faire le ratissage de l'ensemble du front, ben vous ne finissez pas. Et j'ai parlé tout à l'heure des limites de frontalières. Mais vous allez arriver dans des endroits, vous allez voir des paysans qui sont là, ils ont caché les armes. Et quand vous repartez, ils refont sortir les armes. Donc, ce n'est pas une solution. Alors, Serge, depuis le camp de police... camp de police, c'est où ça? À Lomé. Bonjour, New World. Bonjour, le plateau. Monsieur l'honorable, nous savons aujourd'hui que la plupart des causes de ce terrorisme, c'est la pauvreté, le chômage. Et nous savons tous aujourd'hui que l'emploi réservé à la jeunesse togolaise, c'est taxi-moto. Mais nous constatons avec amertume que les prix des motos augmentent après 2 semaines, mais le ministre du Commerce n'en parle pas. Or, c'est avec ces motos que la jeunesse arrive à jouer la défense face à la misère. Par exemple, la moto qu'on a achetée en 2020 à 495 000 est aujourd'hui à 635 000 et c'est à nos mamans commerçantes qu'on attaque à chaque fois dans les marchés. Serge, depuis le camp de police. C'est vrai que moi-même, je ne sais pas pourquoi elle a multiplié ses prix. Moi, je ne comprends pas. Il faut aussi qu'ils communiquent un peu. Mais au même moment, bon, je peux dire aussi qu'il y a quand même... quand on a fini de dire ça, parce que c'est au courant du problème, hein, les motos sont passées de parfois 420 000 francs à 600 quelque chose mille. Mais au même moment, on a aussi, il faut le reconnaître, d'autres opérateurs qui ont des prix qui sont plutôt acceptables. Donc, c'est vrai que quand on prend un match comme Aoudjou aujourd'hui, mais parfois aussi, souffrez que les marques jouent sur leur notoriété pour augmenter les prix. Voilà, c'est qu'au bout d'un certain temps, vous avez, peut-être il y a des années, on considérait des motos ou bien des marques comme des sous-marques. À partir du moment où il finit par avoir une certaine notoriété, aujourd'hui, vous allez au Burkina Faso, vous avez des motos féminines, ce qu'on appelle voilà, les dames là, qui se vendent à 1,5 million. Parce que socialement, c'est prisé. On n'a pas encore de motos qui se vendent à 1,5 million. Moi, la dernière fois, j'étais à Ouaga. Il y avait des petites motos, là, on appelle ça mon mari est capable. Ben, ça coûte 1,5 million. Je regarde, je dis, mais écoutez, on dit, ah, ça là, si tu veux montrer à ta femme que vraiment tu es ça, tu l'achètes ça. Mais au même moment, Dieu merci, il y a des motos qui coûtent 400, 500 000. Mais je pense qu'il y a peut-être un travail de communication que ces marques doivent faire pour expliquer pourquoi est-ce que les prix sont en train de monter. Mais bon, il y a aujourd'hui 2 choses à dire là-dessus assez rapidement. C'est qu'il ne faut pas non plus que la seule offre de travail qui existe au Togo, que ce soit le truc de Z. Je pense que ça doit être pour un jeune juste un tremplin, comme un boulot de vacances.
Mais il ne faut pas que c'est la seule chose qui existe. Et puis, de plus en plus de compagnies aujourd'hui offrent du leasing, c'est-à-dire que vous prenez la moto, vous payez petit à petit. Je pense que c'est une offre qui est intéressante. Et aujourd'hui, on a des nouvelles marques qui arrivent, qui font du solaire et qui proposent aussi des offres qui sont, à mon sens, intéressantes. C'est par ça peut-être qu'il faudra avancer. Ouais, ouais. Vincent Dadido Gomé, bonjour le plateau. Terrorisme, que faire? Alors, le gouvernement doit, 1, lutter contre la pauvreté, 2, augmenter le salaire des employés contre l'inflation, 3, reconstruire les frontières entre le Togo, le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana en utilisant les caméras de surveillance. 4, les populations doivent coopérer. 5, parlons tous le même langage, le langage de l'amour. Quand vous prenez un pays comme les États-Unis, qui est la première puissance économique du monde, elle n'a jamais réussi à protéger ses frontières. Trump a été élu en disant « I will build the wall ». Je vais construire le mur. Il n'a jamais réussi à construire ce mur. Et il y a quasiment, il faut le reconnaître, même à l'époque du mur de fer entre les deux Allemagnes, les gens arrivaient à passer. Donc non, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut travailler dans la profondeur. Quand vous parlez de caméras de surveillance, c'est bien, mais vous savez, pour pouvoir utiliser une caméra pour surveiller une zone, on prend souvent entre 4 mm et 6 mm, ça vous protégez, ça vous surveillez quoi, 10 mètres, pas plus. Donc vous imaginez sur une frontière de 100 km le nombre de caméras qu'il faut mettre. Et maintenant, quand vous mettez les caméras, il faut mettre des opérateurs derrière. Parce qu'une caméra, elle est à la limite surveillée par une seule personne. Vous pouvez mettre peut-être aujourd'hui avec de la détection de mouvement, mais il faut mettre beaucoup d'opérateurs derrière, il faut mettre de l'équipement parce que c'est des caméras qui sont alimentées, donc voilà, c'est très compliqué. Aujourd'hui, des systèmes peut-être comme les drones sont les bienvenus, des points de zone sont les bienvenus, mais je répète encore, l'un des moyens, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est de s'assurer que les populations coopèrent et dès qu'il y a un élément qui arrive, qu'on puisse le signaler pour que le renseignement puisse aller tout simplement. Kofi nous écrit de Kara. Bonjour, l'honorable Jerry. Dans votre développement, il est ressorti que dans la région des savanes, il est difficile au monde paysan de s'acheter de l'engrais. Pourquoi cette situation dans la région des savanes? Certains paysans plus lotis viennent jusqu'à Kara pour s'acheter de l'engrais. Ceux-ci parlent de certaines mesures prises par les services de vente qui bloquent l'acquisition facile de l'engrais. Non, vous savez, je l'ai dit que j'ai interpellé le ministre que je n'ai pas encore rencontré. Parfois, moi, je fais une méthode hybride. Il y a les interpellations parlementaires qui mettent du temps. Et le lobby du député, c'est-à-dire que demander à rencontrer le ministre, parfois il t'explique ça assez rapidement. Et tu peux. Le gouvernement, l'une des faiblesses de notre gouvernement, c'est la communication. Ça, tout le monde le sait. Et donc, selon ce qui m'a été expliqué, c'est que, vous savez, en l'année dernière, on vendait l'engrais à 12 500. Pendant que c'était à 14 000 au Bénin, c'était, je pense, à 15 ou 16 000 au Burkina Faso. Et beaucoup de personnes ont acheté l'engrais pour aller le revendre tout simplement. C'est-à-dire que des gens qui n'étaient pas des paysans, des gens qui n'ont pas de champs. Et cette année, on a peut-être eu faux en se disant, bon, ben, on va faire le contraire. On va mettre un système où avant d'acheter l'engrais, il faut que le chef de village, le chef canton, dise, oui, c'est vrai que telle personne a des champs. Donc, ça fait que la procédure est longue. Elle est tellement longue que parfois je me dis, mais pourquoi les gens ne savent pas que quand tu utilises le maïs par exemple, il y a une petite fenêtre de tir à partir de laquelle il faut que tu mets l'engrais. Si ça dépasse, ça c'est fini, ça ne marche pas. Donc, la procédure qui a été malheureusement longue, et on a mis la procédure au moment où c'est plutôt nous qui vendons l'engrais plus cher. C'est-à-dire que nous on vend à 12 000 francs, à 18 000 francs, là où le Bénin vend à 14 000. Donc, en fait, on a mis une solution pour régler un problème qui n'existe plus, parce que plutôt c'est à nous maintenant de courir aller chercher du engrais au Bénin. Donc c'est une procédure qui n'a pas été bien exécutée, qui n'a pas été bien expérimentée, et qui a fait que beaucoup de personnes, moi j'ai été interpellé à plusieurs reprises, j'ai voulu rencontrer le ministre, maintenant c'est beaucoup plus tard pour beaucoup de personnes, mais je pense qu'il faut vraiment que parfois le gouvernement étudie en relation avec les utilisateurs finaux, des solutions qui sont mises pour régler un problème, mais il ne faut pas prendre un mortier pour tuer une mouche, quoi, parce que la plupart du temps, parfois, on casse le mur même avant de tuer la mouche. Bonjour à votre invité, merci pour sa brillante analyse. Amen. Je pense que nos autorités mettent en œuvre en toute urgence le droit de poursuite en permettant aux différentes armées d'entrer même pas les airs dans les pays frontaliers. El Hadj Yakoubou de Parakou au Bénin. Non, je pense même que si le droit de poursuite est accepté, les militaires ne diffuseront pas. Pour des questions, bien entendu, de souveraineté. Parce que si vous acceptez qu'on envahisse votre territoire, ça veut dire que vous cédez votre souveraineté. Vous savez, on a eu le cas en RDC, où entre-temps, on avait permis aux troupes ougandaises
de poursuivre les rebelles jusqu'au territoire congolais, et ça a créé un gros tollé. Même au niveau du Parlement, ça crée un gros problème. Donc même si ce droit de poursuite-là est accepté, les militaires ne vont pas communiquer là-dessus, ils ont raison. Donc si ça se trouve, même c'est déjà activé, mais ça fait partie des opérations qui se font sur le terrain et personne ne communique de tout. Combatté de l'Eguacito, bonjour. Pour le cas particulier du Togo, ne pensez-vous pas que la dernière attaque soit liée à la perquisition des bœufs par les forces de l'ordre dans le Pendjab? Je n'ai pas les informations, je peux dire oui, je ne peux pas dire oui, non. Le jour où on pourra attraper ces personnes, on saura exactement quelle était leur source de motivation. Bonjour, je suis Ousmane Sangaré. Je pense que pour lutter contre le terrorisme, il faut une coopération interafricaine. Avant, c'était le Mali seulement. Maintenant, il y a beaucoup de pays dedans, comme le Burkina, le Niger, le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, le Togo, le Bénin. Donc, il faut une coopération militaire. Il faut pas jouer contre les Blancs, hein, parce que c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Ouais, donc ils pensent que... Bon, pour la coopération, je l'ai déjà dit, l'initiative Dakar, c'est la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, avec 2 pays invités qui sont le Mali et le Niger. Donc à la limite, on a tous les pays qui sont concernés du côté de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être uniquement le Nigeria qui n'est pas là, mais bon, le Niger a le Boko Haram qui gère directement. Je l'ai dit sur la théorie du complot, je ne veux pas rentrer dedans. Je ne vais pas dire c'est oui, c'est non, parce que honnêtement, tant qu'on n'apporte pas les preuves que des puissances étrangères sont impliquées dans ça, je ne vais pas vraiment me prononcer. Je reconnais, et quand je prends l'exemple du Mali, que nous tous on était bien contents d'avoir les Français en mars 2013, parce qu'ils ont aidé avec les forces de la CEDEAO à arrêter la colonne qui descendait. Aujourd'hui, on peut pas, il ne faut pas cracher dans la soupe. On a été bien contents de les avoir. Maintenant, après, aujourd'hui, on les a dit de partir pour qui concerne le Mali. Ils sont partis. Mais aujourd'hui, moi... Ils sont pas encore partis. Non, en fait, je ne rentre pas dedans encore une fois. Aujourd'hui, ce qu'on doit demander, c'est d'avoir des armées africaines qui soient en mesure de faire face aux menaces qui sont dans leur pays. Et en ce moment-là, on se retrouve face à un dilemme. Est-ce qu'il faut augmenter les dépenses militaires au détriment des dépenses, par exemple, sociales qui sont criardes? Ou bien il faut dire, ok, ben d'accord, on prie Dieu. Donc, ce qui va se passer dans beaucoup de pays, c'est que les dépenses militaires vont augmenter. Il faut qu'on se prépare à cela. Et il faut aussi un meilleur soutien des populations pour nos militaires. Moi, parfois, quand je lis sur des réseaux sociaux, des gens disent, ouais, de toute façon, ils ont l'habitude de nous brimer. J'ai toujours condamné les brimades. Et peut-être des sévices qu'on a sur les populations, par exemple pendant les manifestations. Mais là, nous sommes face à une agression extérieure. Et dans tous les pays, quand on a une agression extérieure, tout le monde fait bloc. Voilà. Aujourd'hui, nous soutenons le chef de l'État dans sa lutte contre le terrorisme. Au même moment, nous tous, on a envie de prendre sa place. Ça ne nous empêche pas de dire, il faut bien, on le soutient pour la lutte contre le terrorisme. Quand on viendra sur les problèmes politiques, on va se manger, on va faire la palabre. Bonjour le plateau, Denis Ward, merci à l'honorable pour ces éclaircissements. Le Togo a tellement soutenu les autres pays quand ils étaient en difficulté. Nos militaires togolais ont été en mission dans beaucoup de pays. Est-ce qu'aujourd'hui les autres pays aussi peuvent venir aider le Togo militairement afin de chasser les terroristes? Badian Aboudou depuis Atapamé, la ville aux 7 collines. Bonjour mes amis d'Atapamé. Non, pour le moment on n'est pas dépassé. Hein? Non les gars, c'est que... on est obligé, moi, vous savez, j'ai été casque bleu en Côte d'Ivoire. On n'intervient que quand vraiment, parfois, les troupes gouvernementales sont surpassées. Ou bien dans le cadre d'un cessez-le-feu. Pour le moment, on n'est pas là. On a des actions qui nous arrivent, mais le Togo est encore, pour le moment, à l'heure où je vous parle, maître de son territoire. Ouais, donc on n'a pas besoin qu'on vienne nous aider. Pas le temps, nous n'aurons plus le temps de répondre aux autres. Ils sont encore très, très nombreux. C'est pas grave, il peut m'écrire, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il peut me contacter à travers mes comptes, voilà, mes comptes sociaux. Voilà. Ou JETAC, nous connaissons Didier à Niamey. Au Niger, bonjour, problème de terrorisme, il ne faut pas se tromper, c'est les Blancs qui sont à la base pour voler les biens des Africains. Bon, chacun a son avis sur la question. N'en déplaise à Jerry Komanegatama, à qui nous disons quand même merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous, surtout quand il s'agit de la pédagogie, comme on essaie de le faire. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Macloire Dougou a assuré la réalisation. Thomas Choyi sur les caméras. À très bientôt, tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.